ce dimanche, nous allons grandement parler du cinéma camerounais avec l'un de ses dignes-fils dans ce studio. Mais avant, comme vous le savez, l'autre problématique de l'émission, c'est de parcourir quelques faits de l'actualité tels que couvertes par la rédaction de STV tout au long de la semaine. Et cette semaine, nous reviendrons d'abord sur la semaine de l'investissement, ce marque qui a réuni un certain nombre d'acteurs, des investisseurs de la sous-région, y compris évidemment des Camerounais ici à Douala, pour voir exactement ce qu'il faut faire pour développer la zone. On reviendra sur le cancer, le traitement du cancer. Vous savez, c'est le mois rose, comme on le dit dans les milieux de la médecine. Il s'agit de consacrer une période spécifique de l'année pour s'occuper des différents cancers dont souffrent les hommes et femmes. Et puis il y a cette autre décision du tribunal criminel spécial sur laquelle nous reviendrons, l'acquittement de Dieudonné Oyono, l'ancien recteur de l'université de Douala, qui avait été poursuivi en coaction pour détournement des fonds publics. Un point de presse à la communauté urbaine de Yaoundé en relation avec le monument patriote. Le nouveau directeur général de la Camouata qui a pris ses fonctions et puis bien d'autres sujets tels que la journée internationale des enseignants, le projet de l'Union européenne autour du concept vert et enfin un hommage à Douala Mangabel en Allemagne. Mais déjà, disons bonsoir à l'invité du jour, Thierry Roland Tamaké dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être ce dimanche. Merci. Vous êtes au Cameroun, c'est dans le cadre de... En fait, je vis au Cameroun depuis. Ah d'accord. Je vis au Cameroun depuis. Je ne suis pas juste vulgaire sur les médias, sauf quand j'ai effectivement une actualité. Ah. Et c'est pour ça que c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Ben, nous sommes encore plus honorés. En deux mots, comment plusieurs, je rappelle que vous êtes acteur, réalisateur de cinéma, scénariste, humoriste. Et pour ceux qui s'en souviennent, on va citer vos productions, Ne crains rien, je t'aime, 2019, c'est la plus récente. Oui, c'est la plus récente. 2016, La patrie d'abord, qui a beaucoup fait parler. Hein. Oui. Commandant Arthur Ngando, qui a un film qui a d'ailleurs été, qui a eu des récompenses, notamment avec le second rôle de Greg Belobo comme acteur. En 2014, Le Blanc des Yenga, c'est également... On en a beaucoup parlé. Vous avez eu Le Refuge en 2013, Le Blanc des Yenga le 1 en 2012, Sur la route d'un ange en 2011, Psychose voilà, en 2006 et puis Confidence également en 2006. Alors pour parler un peu de l'homme, je voudrais dire, quand on est élève Cameroun, étudiant à l'université de Yaoundé, comment fait-on pour se retrouver aussi cinéaste de ce niveau après avoir poursuivi ses études en France? C'est comme une herbe qui pousse, on ne s'en rend pas compte, on est simplement porté par un feu qui vous dévore et qui vous donne toujours la force d'aller plus loin, d'essayer, d'oser. Parce que maintenant encore, voilà, dire qu'on fait ce métier, mais moi, il y a plus de 20 ans, ce n'était pas évident. Mais j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer sur ma route des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé. J'ai surtout eu ma famille, ma mère Antoinette, qui bien qu'elle n'était pas d'accord avec le métier, la voie que je prenais, n'a pas manqué toujours de me donner son affection. Et c'est très très important quand on est à la croisée des chemins et qu'on est résilient et qu'on choisit un métier comme celui-là. Après, c'est aussi des rencontres. Après, c'est aussi beaucoup de personnes qui vous ouvrent leurs portes sur la route. Après, c'est surtout aussi votre détermination, votre niveau d'exigence. Et comme j'aime souvent dire, le plus grand combat, c'est pas les autres, c'est entre soi et soi-même. C'est d'être sûr exactement de où on veut aller, de ne pas faire pour faire, Absolument. De ne pas suivre forcément la tendance. Et j'ai toujours été donc animé de cette volonté, pas d'être influenceur, non, mais d'influencer le monde, d'apporter ma contribution à l'évolution du monde à travers effectivement le cinéma. Mais dans un contexte où, voilà, c'est très très difficile. J'ai appris à faire avec ce que j'avais, donc j'ai commencé par le théâtre, j'ai été à l'université en art de spectacle, mais j'étais à chaque fois toujours insatisfait parce que, voilà, je voulais pratiquer et donc
eu le temps de faire une pièce de théâtre. J'allais au théâtre, j'allais au cinéma, je rencontrais les gens, toutes les personnes qui se démarquaient, je les embêtais. Et ils s'en rappellent tous d'ailleurs. Et donc, je bouffais des livres, je regardais sur Internet alors que c'était très très rare à l'époque. Donc, dès que j'avais une opportunité d'apprendre, je n'hésitais pas, parce que ce n'était pas évident. Donc, avec cette façon d'évoluer, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il y a eu le déclic. On se rend juste compte que, tiens, mais c'est mieux qu'hier, tiens, exact. Je suis à tel endroit, tiens. Et ça, seul, on n'y arrive pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de producteurs, des comédiens, des techniciens, des personnes lambda, et même aussi sur le plan spirituel, des personnes qui me portaient en prière, des amis. Donc, il y a tellement de gens qui, même quand j'ai voulu me décourager, ont toujours été là pour moi et je pense que je le leur dois. Et qu'est-ce que vous pensez que c'était une vocation? Vous dites, après tout ce temps-là, avec beaucoup de recul, que vous y étiez prédestiné? Vous savez, ce serait arrogant que je parle de prédestination. En latin, on aime bien dire vocation, vocare, c'est-à-dire être appelé. J'ai le sentiment que c'est après, généralement, qu'on sait si on a été appelé ou pas. Mais je sais juste une chose, c'est que j'étais focus sur ce que j'avais à faire. Je ne dépensais pas, quand j'avais un peu d'argent, on ne me voyait pas en boîte, je ne dépensais pas. Je veux dire que toute mon énergie, mon temps, allait sur ce que j'aimais, d'où la passion. Et la passion, c'est vraiment ce feu-là qui vous porte et qui fait que là où les gens voient les obstacles les plus insurmontables, non, vous êtes, bien que ça fasse mal, vous trouvez la force et l'énergie quand même de dire « Ah non, il y a un bonheur beaucoup plus grand que l'obstacle qui est devant moi. » Et je peux dire que c'est ça qui me caractérisait et qui faisait en sorte que les gens avaient parfois mal pour moi. Je n'arrivais pas à avoir suffisamment mal pour moi-même. Parce que pour moi... c'était naturel. C'était naturel. Je fixais l'étoile. Je fixais l'étoile. Et c'est la grâce de Dieu, en réalité, parce que ce n'est pas que je sois plus talentueux que d'autres. C'est pas que je sois plus passionné que d'autres. Mais avec le temps, oui, on peut dire que oui, j'étais certainement prédestiné. Alors, mais quelle est la trame? Je veux dire, on vient de parcourir quelques-unes de vos œuvres. Quelle est la trame directrice de votre philosophie dans votre carrière? Alors, ma philosophie, la première, c'est de m'incliner devant l'Éternel, parce que c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui l'artiste par excellence, c'est lui qui envoie vers toi les bonnes personnes. C'est toujours une erreur de croire que si on est là où on est, c'est parce qu'on est plus intelligent, plus chrétien. Non, c'est vraiment la faveur de l'Éternel. C'est lui qui donne. Ceci dit, le dit ne veut pas dire que je sois un saint. Ou alors, et qu'on croise les bras. Exact. Non, ça veut dire que voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Et à cette dimension-là, la famille joue un rôle important aussi. Je l'ai dit tout à l'heure. L'amour de ma mère a été quelque chose de fondamental et qui m'a donné la possibilité, bien que ce n'était pas ce qu'elle souhaitait pour moi, mais ça m'a permis d'aller plus loin. Donc je me suis réfugié beaucoup sur le plan familial auprès de mes mamans, hein, parce que j'en ai deux, et ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand on est mal, quand il y a un obstacle, le public ne voit pas, les fans ne voient pas. Mais il y a très on voit que le produit finit. On voit que le produit finit. Sans imaginer. Moi, j'ai participé à la première de ma patrie d'abord ici à comment s'appelle l'ancien cinéma Douala-Bercy. Voilà, ici à Douala-Bercy. Effectivement. Et donc, voilà, vous parlez la partie d'abord, par exemple, le film dont vous parlez, mais ça m'a pris 2 ans pour le faire. Ça m'a pris 2 ans, mais pendant 2 ans, je veux dire que les gens ne sont pas au courant. Pendant 2 ans, les gens font leur vie, ils ont des enfants de 2 ans, d'autres achètent des enfants, les gens vivent leur vie. Mais pendant 2 ans, ce n'était pas évident parce que pour avoir l'accord du ministère de la Défense, pour pouvoir avoir tout l'équipement qu'il fallait, donc c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez le chef de l'État qui, sur le coup, moi qui est souvent très critique envers les pouvoirs publics, sur le fait qu'il n'accompagne pas suffisamment les artistes, notamment le cinéma, qu'il manque pas mal d'infrastructures sur le plan de la formation, l'image, le son, les acteurs et tout le reste, et que c'est vraiment le désert. Mais quand il y a une action comme celle-là, je me sens honoré parce que
n'eût été l'accord du chef de l'État, je n'aurais pas bénéficié d'un accompagnement sur les stratégies de combat avec toutes les forces de défense, avec les hélicoptères de guerre, les bateaux de guerre, tout l'armement qu'il y a eu à la disposition d'un film. Sauf que c'est au bout de 2 ans. Absolument. Ça a pris 2 ans. Et c'est 2 ans où il faut convaincre des grands officiers de dire, mais attends, ton blanc des gars te monte déjà dans la tête ou quoi? Et moi de dire, non, mais vous savez, toutes les grandes nations dans le monde ont utilisé le cinéma, même pour enrôler les jeunes dans l'armée. L'héroïsme. Je veux dire que Rambo, Rocky, tous les films, je veux dire, ce n'est pas le fruit du hasard, et surtout qu'on était en plein contre Boko Haram. Donc, et que tous les soldats qui tombaient sur le champ de bataille et qui mouraient comme ça, par bravoure, par sacrifice, qui étaient des modèles de sacrifice comme ça pour la stabilité du pays, ben, il fallait que ça rentre dans une forme de mémoire collective. Et que le but du cinéma, c'est aussi ça. C'est pas que de raconter l'histoire du gars qui a trompé sa voisine avec la viande des marmites. Non, l'idée, c'est de dire, non, un cinéaste, non, mais il répond aux aspirations de son temps. Je veux dire qu'il a un mot à dire. Je veux dire qu'un cinéaste est cultivé. Il y a cette dimension-là où il se dit, mais en quoi je peux être utile? On a des jeunes soldats qui tombent sur le champ de bataille. Mais il y a des veuves. Mais qu'est-ce qui va rester à la postérité? Donc, tout ce travail-là, il était archivé. Il fallait donc convaincre effectivement les grands officiers pour bénéficier de cet armement-là. Donc, c'était une grande première que la Grande Muette. Et c'est pour ça que je dis que là, il fallait vraiment que, voilà, c'est le chef de l'État qui s'empare du dossier et qui donne sa bénédiction pour une première, pour un film, pour une fiction, dans un pays où, bon, voilà, ce n'est pas toujours évident. Dans un pays où les gens ont le sentiment que quand tu fais ce métier, c'est que tu as échoué dans la vie. Exact. Et tu viens te réfugier là pour pouvoir exister. Donc, pour moi, c'était aussi cet autre combat de dire, nous faisons un métier qui est noble, nous faisons un métier qui est important. Nous faisons un métier qui, effectivement, apporte de la lumière, apporte de l'espoir. Nous faisons un métier qui mérite, de toute façon, toutes les grandes nations dans le monde accordent une place importante à l'artiste. Sauf que quand c'était très difficile pendant les 2 ans, eh bien, et c'était mes mamans, voilà, qui m'apaisaient. C'était des moments très, très difficiles. Et c'est pour ça que quand l'heure de la gloire arrive, oui, mais vous êtes sous les feux des projecteurs. Mais vraiment, je vous assure, les personnes qui viennent à l'esprit, c'est toutes ces personnes-là qui vous ont porté en prière, c'est toutes ces personnes-là qui ont été à votre écoute. Quand vous avez essuyé des refus dans un premier temps, ils étaient là et ils vous voyaient souffrir, mais leur présence était suffisante. Et maintenant, je ne manquerai pas de citer aussi les comédiens, les techniciens, parce qu'un film comme La Partie d'abord, où vous avez assisté, ben, ça a pris 2 ans. Mais pendant 2 ans, certains avaient la barbe, certains ne pouvaient plus faire ce qu'ils pouvaient, parce que d'autres ne pouvaient même pas voyager, parce qu'il fallait finir le film. Et ils ont quand même été là avec moi, boostés par cette idée de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la nation? Quel est notre apport? Ça ne se joue pas que au niveau des officiers. La bataille, elle est aussi médiatique et peut-être cinématographique aussi. Donc, je disais donc que voilà, sur le plan familial aussi et amical, il y a des personnes que je les appelle les stars de l'ombre. D'accord. Donc, je voilà suggère qu'on y revient dans une minute. D'abord, ce qui a fait le déclic et surtout, vous avez beaucoup parlé de vos mamans, leur rôle spécial, leur rôle particulier dans tout cela. Mais c'est le moment de prendre le premier reportage de l'émission et on va revenir grandement sur, ou du moins, ce reportage de Léla Reine-Ganzeux qui parle de la semaine de l'investisseur CEMAC qui a eu lieu ici à Douala. On regarde. Douala, au cœur de l'investissement en zone CEMAC. C'est à la faveur de la 5e édition de la semaine de l'investisseur CEMAC, organisée du 3 au 9 octobre par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Le thème, la résilience de l'investisseur et la finance durable. L'événement qu'on assiste, organisé par la COSUMAF, nous donne l'occasion précisément d'abord d'échanger entre acteurs du marché financier, les banquiers, les sociétés de gestion, les investisseurs, par exemple, que nous sommes. J'ai eu l'honneur de modérer l'un des panels. L'avantage est que non seulement cela met ensemble les acteurs du marché financier, mais aussi cela permet de relever des éventuelles insuffisances et partant d'améliorer l'ensemble du système financier.
7 jours donc pour valoriser les initiatives, mais aussi rappeler ces réflexes de prudence aux investisseurs, à l'ère notamment de la digitalisation. En gros, il est question de les encourager à l'éducation financière et à la culture boursière, un objectif également porté par les éditions précédentes. Il faut encourager tous ceux qui ont l'argent, que ce soit, je ne vais pas dire d'aller le retirer dans les banques, non. Tous ceux qui ont l'argent, l'épargne possible, dès que sur le marché boursier, d'aller en bourse, d'acheter n'importe quel titre, dès lors qu'un titre est coté en bourse, il a la valeur, il est garanti. Donc tous ceux qui le peuvent, il faut aller en bourse, acheter des titres, acheter des actions, des obligations. Cela conforte leur épargne et permet justement d'obtenir le capital nécessaire pour financer aussi les entreprises. Donc tout le monde est gagnant. Celui qui épargne en bourse, il est gagnant parce que son titre a la valeur, prend la valeur avec le temps. Ceux qui bénéficient, qui peuvent aller emprunter cet argent, peuvent investir sur le long terme. Donc construire des industries, des entreprises durables. Voilà. Face aux différentes crises qui frappent l'économie africaine, crise des devises, crise des matières premières, chute des prix du baril du pétrole, prémisse d'une véritable crise financière, l'urgence de redynamiser le marché financier sous-régional se présente avec encore plus d'acuité. Notons que la semaine de l'investisseur CEMAC se tient sur plusieurs sites, présentiels à Douala et virtuellement dans les autres pays CEMAC. 2 journées portes ouvertes sont d'ailleurs prévues ces 6 et 7 octobre 2022 au siège de la Bourse à Douala. Les financiers sous-régional se présentent avec encore plus d'acuité. Notons que la semaine de l'investisseur CEMAC se tient sur plusieurs sites, présentiels à Douala et virtuellement... Voilà donc la semaine de l'investisseur qui a eu lieu à Douala. On va poursuivre avec Thierry Ntama qui est dans ce studio. Il est, vous le savez, un cinéaste, réalisateur, acteur, humoriste, bref. Alors, je demandais tout à l'heure, quel était le déclic? Je veux dire que tout jeune, vous ne vous attendiez pas à faire ce chemin-là. Vous avez votre baccalauréat, vous ne vous dites pas que vous allez faire de l'art, vous allez à l'université de Yaoundé, c'est pourtant le choix qui s'impose. Quel était le déclic pour vous? Vous avez regardé la télé et puis vous avez dit, j'aimerais être acteur. Je pense que j'étais très accroché et très passionné même par la littérature à l'époque. Et dans nos cours en terminale, on aimait bien décortiquer le Pervers Prévert, de Jacques Prévert bien sûr. Et puis j'aimais bien effectivement la littérature, j'aimais bien ce côté où il y a la forme engagée de la littérature. Et j'avais découvert que justement, le cinéma était un peu la prolongation de tout cela. J'étais quelqu'un qui rêvait beaucoup et qui voulait apporter son mot à dire, notamment face à certaines injustices que je subissais autour de moi. Et donc, du coup, je trouvais que le cinéma était un meilleur moyen qui, d'un côté, il y a la distraction, mais de l'autre côté, effectivement, on peut faire passer des messages principaux, des messages secondaires, dans un univers qui est onirique. Et donc, du coup, étant passionné de littérature, très vite, voilà. Mais maintenant, pour parler de déclic, je me rappelle qu'en terminale, il y avait ce qu'on appelle les conseillers d'orientation, mais c'était très nouveau, ce n'était pas encore évolué comme maintenant. Et on demandait, mais qu'est-ce que vous voulez faire sur un bout de papier? Et comme j'étais un vrai premier de la classe, comme j'étais un premier de la classe, je me suis senti un peu gêné parce que j'avais des camarades qui avaient déjà mis les plus beaux titres, quoi, les magistrats, les pilotes, vraiment tout ce qui était vraiment flamboyant. Comme les élèves de cet âge. Comme voilà, de cet âge. Il y a un qui a mis président. Bon, je dis, bon, là c'est. Et on lisait ça à haute voix. Et du coup, j'avais. Vous n'avez pas fait du classique. Voilà, je me disais, mais si les gars du fond mettent ça, un premier de la classe, comment je veux mettre quoi? Il a tout pris. Et donc, j'ai pas mis. Et puis le professeur, il a insisté, mais monsieur Ntama, oui, vous avez choisi quoi? Je dis rien, monsieur. Il me dit, non. Demain, vous devez absolument venir avec. Une réponse. Et cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi.
Bon, en fait, c'est un peu égocentrique. Je cherchais un titre qui soit au-dessus, mais ils avaient déjà tout pris. Et puis, moi j'ai pensé comédien, après j'ai éclaté, je me suis dit, mais là tout le monde va se foutre de ma gueule, comédien, mais c'est le pitre. Après je me dis, mais non, c'est pas si con que ça. Et le lendemain matin, donc le prof il a insisté, et j'ai donc dit, voilà, comédien. Et évidemment, la réaction c'est que toute la salle de classe s'est mise à pouffer de rire. Mais il a cherché à savoir pourquoi comédien. Et après j'ai pris la parole pour dire comédien, parce que voilà, en fait, en étant comédien, je pouvais être en même temps magistrat, pilote, président. Et là, du coup, tout le monde s'est mis à applaudir. Mais après, je suis pas resté sur cette note un peu, voilà, comique. Et après, j'ai commencé à fouiller, c'est quoi un comédien? Après, j'ai dit non. Dans notre société, on croit que c'est les ratés de la société. Mais non, pourquoi dans toutes les grandes nations, effectivement, voilà. Et au-delà du comédien, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Et de fil en aiguille, donc, c'est là où l'art a commencé à m'intéresser, le cinéma a commencé à m'intéresser. Mais déjà, j'avais une passion pour la littérature. Et peut-être c'est ça qui fait que le côté engagé de la littérature m'intéresse, et donc du cinéma. C'est-à-dire que faire des films pour faire des films, pour moi, ce n'est pas intéressant, mais faire des films qui essaient de contribuer au développement de mon pays, de mon continent, je me sens utile. Et c'est ce que j'aime bien appeler la grâce d'être utile. Alors, vous avez parlé de vos moments qui ont eu une présence singulière, peut-être des amis aussi. Et je demandais justement, qu'est-ce qu'elles ont fait d'assez spécifique, d'assez particulier, au point où vous en êtes autant marqué? Je veux dire, évidemment, chacun a sa maman dans son cœur. Mais pour vos rôles, pour votre métier, qu'est-ce qui a été... c'est que elles sont effacées d'abord. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont effacées. C'est-à-dire qu'elles vous portent d'abord en prière et elles vous portent en silence. Et elles savent lire ce que vous n'avez même pas besoin de dire. La gloire, le bruit, c'est dehors. Mais je peux vous assurer qu'au ton de votre voix, elles peuvent deviner que vous avez un problème. Et ça, c'est des choses que je ne pourrais jamais vraiment expliquer parce que ça se vit. Mais en réalité, c'est ce qui reste. J'aime souvent dire qu'au fond, il n'y a rien dehors. Il y a tout dedans. Et c'est pour ça que c'est des personnes qui ont traversé aussi beaucoup de temps forts, de temps difficiles. Ce n'est pas toujours les personnes vers qui on fonce quand tout va bien. Ce n'est pas toujours les personnes vers qui on se tourne quand on a un prix, quand on a, voilà, on est tenté toujours, voilà, de mettre en lumière. Oui, de s'ouvrir au monde. Et de quoi? En oubliant que la cuisine interne a joué un rôle singulier. Parfois, on vous force même des fois à manger. Absolument. Parce qu'à un moment, on se rend compte que, waouh, là, on ne le reconnaît pas. Et donc, c'est ce côté-là où on vous protège, on vous nourrit de l'intérieur, on vous nourrit mentalement, et on vous assiste. Et ça, le monde n'est pas toujours là pour voir ces moments de grande fragilité. D'accord. Alors, maintenant, dans votre parcours, quelles ont été les plus grosses difficultés? On parlera des films tout à l'heure, mais je veux dire que sur le plan de l'acteur, sur le plan du réalisateur, au fur et à mesure, qu'est-ce qui a été ce qui a failli ne pas permettre que le projet aboutisse? Le projet en tant qu'acteur, en tant que réalisateur? Les difficultés, vraiment, elles sont tellement inhérentes à notre métier. Vous imaginez que la culture, c'est pratiquement le parent pauvre. Exact. La première des choses qui m'a toujours fait mal, c'est que j'ai toujours eu le sentiment que de tous les films que j'ai faits, j'ai pas toujours pu donner tout ce que j'ai envie de donner. Tout ce que j'ai appris ici et à l'étranger. Mais ça peut paraître prétentieux et pourtant, je le dis, un film comme Le Blanc de Yenga, je me dis toujours, j'aurais pu faire mieux. Un film comme La Patrie, d'abord, je me dis, voilà, j'aurais pu faire mieux. Vous êtes un perfectionniste, c'est ça? Oui, peut-être qu'on peut le dire ainsi, mais peut-être aussi parce que, au fond, j'aime souvent le dire, les autres dans les grandes nations, c'est pas tant qu'ils sont plus talentueux que nous, hein, si on parle du talent brut. C'est juste que il y a un accompagnement. C'est-à-dire que je prends un exemple. Parfois, pour faire un film, moi, généralement, je perds 70% de mon énergie pour savoir ce que les comédiens, les techniciens vont manger, où ils vont dormir,
Et donc, généralement, quand je fais un film, même s'il plaît tellement au public, souvent, c'est à peine 20 ou 30% de créativité. C'est-à-dire que même en post-production, c'est difficile parce qu'après, il faut sortir le film rapidement, parce qu'on est endetté, parce qu'on perd trop de temps et d'énergie à gérer des problèmes qui sont tels que si on était dans un pays où le cinéma était plus ou moins accompagné, on prendrait plus de temps pour se consacrer véritablement au travail artistique qui est la lumière, qui est le son, qui est le détail artistique, qui est le jeu d'acteur, qui est la finesse, qui est le glamour. Voilà. Et je prends un cas d'exemple. Dans Le Blanc d'Inga, par exemple, la scène de l'aéroport, je me rappelle que j'ai tellement galéré pour qu'on me donne l'aéroport pour faire la scène de fin. J'avais écrit, on avait refusé. Et donc, finalement, je l'avais fait à Palm Beach à l'époque, à l'hôtel. Oui, évidemment, ça a plu tellement les gens de voir ce film-là. Mais c'est la sueur aussi, et c'est le sacrifice de beaucoup de comédiens, de beaucoup de techniciens qui méritent mieux. Alors, j'en suis tellement reconnaissant, mais je me dis, ils méritent vraiment mieux. Il y a beaucoup de talent, M. Dipita, dans notre pays, que ce soit au jeu d'acteur, à l'image, au son. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, par manque de formation, par manque d'infrastructure. Et ce n'est pas que le problème de l'État ou du ministère de la Culture, c'est une affaire de tout le monde, parce que si on ne comprend pas seulement comment le cinéma fonctionne, on va toujours financer des trucs comme le taxi, les immeubles, et ignorer que non, le cinéma ou l'art, ce n'est pas seulement pour distraire, c'est aussi industrie, et c'est en cela que des pays comme le Nigeria ou d'autres pays ailleurs, enfin les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus valorisé. Parce que nous, ici, on a souvent le sentiment que c'est pour amuser la galerie, alors que non. À travers le cinéma, effectivement, on peut développer le tourisme d'un pays. À travers le cinéma, on peut faire vendre des lignes de vêtements, c'est les costumes, c'est les décors. Je veux dire que si vous allez aux États-Unis ou même au Nigeria, il y a toujours des pauvres, il y a toujours des endroits où c'est tellement... Mais c'est horrible, c'est pas toujours nickel. Mais je veux dire que le but du cinéma, c'est aussi de faire rêver. C'est de vendre touristiquement une ville. C'est l'impérialisme culturel. C'est de dire aux autres que voilà comment... voilà, on a le taro, on a le mbongo chobi, on a le kwem. Voilà, je veux dire que sur le plan culinaire, sur le plan géographique, on vend l'image du Cameroun. On vend l'image du Cameroun et c'est tout le monde qui en bénéficie. Absolument. Ce n'est pas une affaire du réalisateur ou non. C'est pour ça qu'il y a des fonds intéressants qui y vont. Parce que Hollywood ne s'est bâti que comme ça. Exact. Si on rêve d'aller à Hollywood ou d'aller à la Côte d'Azur, mais peut-être qu'on devrait penser à dire, mais voilà, il y a Kribi qui est ici, voilà, il y a Limbé. Mais montrons le meilleur côté de Kribi, le meilleur côté de Limbé. Et pour que ça donne envie aussi sur le plan international aux autres de venir. Et croyez-moi, c'est l'une des plus belles victoires que j'ai eues avec le Blanc d'Inga, par exemple. Je veux dire que j'avais des agences de voyage, des Occidentaux, qui appelaient, on veut voir le film, on veut voir le DVD, c'est quoi? Non, ils veulent voir là, c'est voilà le pont au débarcadère, voilà là où Yenga cherchait le blanc, voilà le rocher où la tante a arraché le blanc de Yenga. Voilà. Donc je veux dire que les sites en bois manga étaient connus, étaient populaires, les gens y allaient, les gens se filmaient sur ces sites-là où le film a été tourné, juste parce qu'effectivement, l'idée était de valoriser non seulement Bois Manga, mais tout ce que cette région-là avait de beau et de dire que peut-être nous aussi sur le plan touristique, on doit pouvoir apprendre à nous aimer, apprendre à admirer ce qu'on a de plus beau. Donc, c'est juste un exemple pour dire que le cinéma, on aime bien dire c'est le 7e art, c'est un art fédérateur. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est-à-dire il y a la peinture, il y a l'art, il y a les costumes, il y a les décors. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a des placements produits au niveau du cinéma. Et tant qu'on est au pouvoir public, tant que tout le monde, parce que même les hommes d'affaires, c'est une affaire de tout le monde, les médias, moi je dis merci, une émission comme la vôtre qui accorde de l'intérêt pour, pas que le cinéaste que je suis, mais pour essayer de mieux expliquer l'idée de la culture. Et de l'idée de ce métier et son importance, c'est ça qui est important. On a besoin d'être à la table aussi des politiciens, d'être à l'Assemblée, de dire non, c'est un métier qui est intéressant, c'est un métier qui est important, ce n'est pas un métier pour les clochards, c'est un métier qui est sérieux et que nous avons aussi notre mot à dire dans ce concert-là
qui vise effectivement à lutter aussi contre le chômage. Parce que figurez-vous qu'au niveau du cinéma, il y a plus de 112 métiers, jusqu'au doublage, qui peut aider à lutter contre la pauvreté. Mais l'idée, c'est de prendre conscience de cela et de ne pas réduire l'idée du cinéaste à celui qui fait le pitre, et encore même celui qui fait le pitre, ça s'appelle l'objet d'une industrie. Donc voilà, c'est tout ça qui, moi, en tout cas, modestement, m'anime au niveau de mon combat, mais qui font aussi partie de mes plus grandes frustrations, de dire je n'ai jamais pu vraiment payer les comédiens comme ils le méritent. Je me suis toujours endetté et je me suis fait beaucoup d'inimitié à cause de ma passion. Mais surtout, je n'ai jamais pensé ma passion. J'ai toujours pensé, mais qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? En quoi je peux être utile? Et au bout d'un moment, ça peut rendre aigri, on peut être coléreux, ça peut nous dénaturer même. Et tout ça, ça fait mal parce que les films brillent. Mais je veux dire que ceux qui nous ont prêté de l'argent, ou les comédiens ou les techniciens, ok, même s'ils ont accepté de travailler dans ces conditions-là, moi, mon souhait, c'est qu'ils en vivent. Qu'ils en vivent, parce que si on ne vit pas de ce métier, effectivement... On n'aura plus voilà. d'autres comédiens. Moi, je me sentirais utile quand, effectivement, j'aurais pu faire des activités cinématographiques qui permettent de rentabiliser. Or, avec la piraterie qui est ambiante, d'abord, le DVD qui est mort, avec les salles de cinéma qui ont quasiment fermé, et tout ce que je ne vais pas faire là, le chapelet de tous les problèmes que nous rencontrons. Non, mais ça fait partie des rubriques de l'émission. On parlera du cinéma camerounais un peu plus tard, après avoir parcouru étape par étape les différentes productions que vous avez pu réaliser. Et c'est d'abord le temps pour nous de prendre le deuxième reportage de l'émission de ce soir, et on va faire un clin d'œil à toutes ces dames, tous ces messieurs qui souffrent du cancer. L'un des plus parlants, c'est le cancer du sein chez la femme. On peut également y mettre le cancer de l'utérus, des maladies évidemment qui coûtent énormément à la société. D'ailleurs, nous avons accordé un reportage cette semaine à ce moment-là, parce que c'est le mois d'octobre et c'est le mois rose. Dans la bataille qu'elle mène au quotidien contre le cancer du sein, les malades doivent affronter les préjugés, les douleurs, la cherté du traitement et que d'autres disent même parfois mieux vaut le palud ou bien mieux vaut le VIH que d'être affronté à cette maladie. Et pourtant, diagnostiqué précocement, il est possible de guérir d'un cancer du sein. J'avais la fameuse habitude de palper le sein. Alors un matin, je mets la main au niveau de la poitrine, je ressens la boule. Je me suis rendue à l'hôpital le lendemain et on m'a pris en charge à l'hôpital. Donc j'ai suivi le traitement normalement et aujourd'hui je suis guérie. Au Cameroun, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont des méthodes de traitement utilisées contre le cancer du sein. Le premier traitement qui est disponible, c'est la chirurgie, soit d'enlever une partie du sein, soit d'enlever tout le sein. On a ce qu'on appelle la chimiothérapie, c'est de pouvoir administrer des médicaments qui vont passer par la voie du sang, soit en injectable, soit en comprimé. Et puis nous avons ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on administre des rayons sur la cicatrice de chirurgie ou sur le sein, quand on a opéré le sein ou quand le sein est encore en place. Et ça, pour le moment, dans le public, se retrouve à l'hôpital général de Douala avec un prix subventionné par l'État. Actuellement, ça coûte 50 000 francs et l'État subventionne 200 000 francs de ce traitement. Et ce traitement dure 6 à 8 semaines. Dans la mise en œuvre de cette technique, les subventions de l'État aident les patients à supporter les coûts. Et quand la guérison est retrouvée, la personne en rémission rentre dans une étape de contrôle selon le protocole appliqué au Cameroun sur une période de 5 ans. Une surveillance d'abord par rapport aux traitements qui ont été reçus pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires résiduels et s'il y en a qu'on puisse s'en occuper. Une surveillance par rapport à la réinsertion d'une personne parce que pendant plusieurs mois on vit la maladie et après il faut reprendre sa vie normale. Donc, il faut aider les malades à pouvoir reprendre leur vie de couple, reprendre leur vie au travail et tout. Le cancer du sein est la première cause de décès de cancer chez les femmes. Et malheureusement, 80% des patients arrivent à l'hôpital à un stade avancé de la maladie.
C'est donc le mois d'octobre, c'est le mois rose spécialement consacré à cette maladie qui, comme vous le savez, fait énormément de victimes au Cameroun. Un mot peut-être, Thierry? Oui, je peux simplement dire au regard du reportage qui est passé que ça fait très mal. Ça fait très mal et c'est une très bonne chose que, effectivement, de plus en plus on en parle et surtout que personne n'est à l'abri. Je veux dire que là on parle notamment du cancer du sein ou de l'utérus, mais je pense que même les hommes aussi. Et une fois de plus là, le rôle du cinéma par exemple, c'est d'aider à enlever de la tête des gens que c'est une affaire des ONG, c'est une affaire. C'est-à-dire que c'est de permettre effectivement de créer une vraie proximité, une vraie connexion, que le public s'identifie dans une situation concrète. Parce que, et là je me rappelle que j'ai eu à faire sur le plan de la santé toujours un film sur le feu docteur Faisal, c'est un jeune médecin qui est mort dans le nord du Cameroun. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine un peu de la santé en faisant le portrait, mais un portrait romancé effectivement puisqu'on est dans la fiction. Je me suis rendu compte que les thèmes de santé sont des thèmes effectivement que le cinéma, en tout cas africain, devrait de plus en plus mettre dans ses cordes pour pouvoir aider à sensibiliser. Moi, j'appelle ça du cinéma pour le développement. Parce que lui, par exemple, le docteur Ben Faisal, qui est décédé, qui est un jeune médecin, j'avais espéré effectivement qu'avec un film comme celui-là, peut-être qu'on en parle davantage, parce que c'est intéressé que sur les réseaux sociaux. En plus, c'est un jeune médecin qui est un modèle de bravoure, de détermination et de sacrifice. Parce qu'aller dans les montagnes du Nord Cameroun comme ça, jeune médecin appoli, qui luttait contre la négligence médicale, qui luttait contre la corruption, qui se battait pour les actes de naissance dans cette région-là, qui mettait ses propres sous, effectivement, pour le bien-être, n'est-ce pas, du milieu hospitalier. Je me disais, effectivement, c'est important d'avoir des modèles comme ça. Moi, c'est ce cinéma-là qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'un cinéma qui humanise, un cinéma qui sensibilise, qui pose des problématiques, qui font que, voilà, je ne sois pas très déconnecté. Moi, parler de la neige ne m'intéresse pas trop. C'est le regard que nous avons. Par exemple, là, on a l'inflation. Mais je veux dire que, par exemple, pour ce qui est de la santé, en tout cas, c'est très important. C'est des sujets qui peuvent nourrir davantage de cinéastes. D'abord pour aider effectivement les pouvoirs publics, aider les médias que vous êtes, mais sensibiliser à travers le cinéma, parce que le cinéma a cette capacité-là à rentrer dans ton intimité, à comprendre que ce n'est pas qu'une affaire des autres, mais que toi aussi, tu peux être victime. Tout le monde peut être victime par le hasard des choses. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je dis bravo j'ai écouté le médecin qui parlait tout à l'heure, je dis bravo au personnel de santé. J'imagine qu'ils endurent vraiment, ils passent par des périodes très très difficiles, surtout qu'ils n'ont pas toujours des plateaux techniques, ils n'ont pas toujours des infrastructures, des moyens matériels, financiers qui les permettent d'avoir une bonne prise en charge. Et en même temps, il y a ce serment un peu qu'ils ont fait là de pouvoir, bon, d'autres disent serment d'hypocrite ou d'Hippocrate, mais on ne parle pas beaucoup effectivement de ceux qui se lèvent tôt le matin, qui se battent pour faire bien les choses, qui n'attendent pas d'être farautés, mais on parle malheureusement beaucoup de ceux qui intimident, de ceux qui menacent. Et moi, en tout cas, au niveau du cinéma, ce qui m'intéresse, c'est de montrer ceux-là qui se sacrifient, qui essaient dans leur quotidien de tous les jours. Et ce n'est pas que les médecins. Absolument. Dans notre société, ils sont nombreux comme ça. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce cinéma-là qui m'intéresse. Alors, vous, je le disais tout à l'heure, en tant que cinéaste, en tant qu'acteur, au regard justement de votre parcours, des valeurs que vous défendez, des problématiques qui se posent et que le cinéma, on en évoquait une là tout à l'heure, à l'instant, problématiques que le cinéma peut mettre en lumière, qui sait peut-être aussi suggérer des solutions. Pourriez-vous encourager un jeune à suivre ce chemin-là? Alors, encourager un jeune à faire du cinéma,
j'aime bien dire que je peux encourager, en tout cas, je ne peux pas encourager un jeune à être star. Je ne peux pas encourager un jeune à être influenceur. Je peux encourager un jeune à être artiste. Parce que pour moi, je crois qu'il y a une nette différence. Si c'est juste pour être vulgaire, si c'est pour qu'on se reconnaisse dans la société ou dans la rue, parce que toujours il faut se demander pourquoi tu fais ce métier. C'est pour la gloire. Aujourd'hui, avec le numérique, tout rend populaire. Ça se fait, tu n'as même pas besoin de passer par le cinéma. Absolument. Voilà. Maintenant, je respecte ceux qui le font, hein, ça ne me dérange pas du tout. Chacun fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Absolument. Maintenant, un jeune qui veut faire du cinéma, la première des choses, j'ai envie de dire, il faut faire l'école. L'école, pour moi, ce n'est pas forcément de dire il faut être diplômé, mais c'est être cultivé. Je veux dire que il a fallu qu'il y ait des Roger Mila pour qu'il y ait des Samuel Eto'o aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est mon devoir d'encourager les jeunes à faire du cinéma. D'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons des formations. C'est mon devoir. Mais c'est aussi mon devoir de les mettre en garde contre un certain nombre de dérives. Et malheureusement, ces dérives-là aujourd'hui, c'est la facilité. C'est-à-dire qu'un jeune veut commencer aujourd'hui et avant la fin de la semaine, il veut déjà réussir. Absolument. Le problème n'est pas de réussir. Le problème, c'est de réussir à tout prix, à tous les prix. Parce qu'à la vérité, quand l'heure de la compétitivité arrive, on va vous éclabousser. Donc, la première des choses que j'aime souvent dire aux jeunes, c'est de dire formez-vous, cultivez-vous, allez au théâtre, allez au cinéma. C'est Feu Mingele qui aimait souvent dire l'art n'est pas fait pour les idiots. Si tu es idiot, l'art te le démontre. Je veux dire que, à la vérité, un cinéaste doit être cultivé. Il doit lire. Moi, je veux dire que c'est de ce pain-là que moi j'ai envie de manger. Et je veux me sentir utile. Et ça ne commence pas avec ma petite personne. Absolument. Nous avons eu les Dikong et Pipa qui a eu le plus grand prix qu'un cinéaste camerounais puisse avoir, qu'on appelle les talons de Yenenga, avec ce film culte intitulé Munamoto. Mais je veux dire que malheureusement, ce n'est pas suffisamment, en tout presque pas enseigné dans nos écoles, dans nos universités. Je ne parlerai pas de Jean-Michel Cancan qui est une légende et dont on ne parle pas, ou des Sinimidja, ou qu'on n'enseigne pas. Mais si on reste seulement dans le domaine du cinéma, ils sont nombreux. Il y a Athieu Sibita avec les coopérants. Je veux dire, il y a les Sangomalo pour les quartiers Mozart. Je veux dire qu'il y a beaucoup qui ont fait des sites, il y a les sites Abela. Et je regrette qu'effectivement, il n'y ait pas une vidéothèque, qu'il n'y ait pas une promotion de ces ténors-là qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du cinéma camerounais. Parce que malheureusement, un jeune d'aujourd'hui, je veux dire un jeune de 15 ans aujourd'hui n'est jamais peut-être pas allé au théâtre. Et ça, c'est ce que je regrette parce que ça forge. Donc, et je le dis encore, un jeune a besoin d'être cultivé, pas forcément diplômé, parce qu'on peut être diplômé sans être cultivé. Absolument. Mais si vous ne regardez pas le journal télévisé, si vous ne lisez pas la presse, si vous ne vous intéressez pas à comment l'actualité avance, si vous êtes juste préoccupé par être vu, avoir des likes, je ne sais pas moi quoi, oui, ça c'est un chemin, mais... Monsieur Dipita, ça ne m'intéresse pas. Non, mais parce que ça ne va pas plus loin. Il y a quelqu'un qui va hurler plus que vous. Mais c'est ça qui fait qu'effectivement, les pouvoirs publics ne nous prennent pas au sérieux. Ils ont le sentiment que les artistes, c'est des clochards. Et oui, parce qu'en réalité, quand vous êtes cultivé, vous pouvez mieux signer votre contrat. Exact. Quand vous êtes cultivé, vous pouvez mieux faire les choix qui vont avec. Et je ne suis pas là pour dire qu'il faut se plaindre, mais quand on est cultivé, et moi, quand vous parlez de mes mamans, mais c'est là où je leur dis merci. Parce que même comme je voulais faire du cinéma, elles se sont battues d'abord pour que je fasse l'école. Et aujourd'hui, je vois des jeunes qui disent « Ah oui, ils n'ont plus besoin d'aller à l'école, ils n'ont plus besoin de se cultiver. Ils savent qu'en très peu de temps, en allant, je ne sais pas moi, sur TikTok, en faisant des clashs, en faisant je ne sais pas moi quoi, ils peuvent être stars. » Évidemment, ils ont beaucoup de modèles dans ce sens-là et qui font en sorte qu'ils n'ont même plus besoin de se former. Ils veulent à tout prix réussir. Et du coup, ça fait en sorte qu'on n'a pas des œuvres compétitives. On ne peut pas aller plus loin. Tu ne peux pas parler de ton œuvre. Qu'est-ce que tu veux parler de quoi? Et ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, dans la plupart des œuvres que nous proposons depuis pas mal d'années, on a des films qui, malheureusement, c'est la récitation. Malheureusement, c'est du mathuvisme. Malheureusement, les scénarios sont plats, sont vides, ça manque de consistance.
Les thèmes même que nous écumons, c'est des thèmes, voilà, ces thèmes de quartier, de ragot. On n'a pas le sentiment véritablement qu'on jette un vrai regard sur la société et qu'on peut l'aider à l'influencer. Donc, voilà. Mais ça reste après mon modeste point de vue. Et je pense qu'une fois de plus, quand on est cultivé, même si on n'est pas riche, même si on n'a pas des immeubles, même si on n'a pas des taxis, je ne sais pas moi quoi, mais on garde sa dignité, on a un vrai point de vue. Et je crois que le cinéma, en réalité, c'est donner son point de vue. C'est donner son même à côté du fait qu'on puisse faire rêver. Et c'est comme ça que je dis, les Dikong et Pipa, tous les cinéastes qui nous ont fait rêver avant, les Daniel Kamoa, et tout même celui qui a fait L'homme bien de là-bas, ils sont nombreux qui nous ont fait rêver. Devke Moktoy. Et ça fait en sorte que les jeunes qui viennent aujourd'hui ont le sentiment qu'on n'a jamais rien fait. Et c'est ce qu'ils font. Voilà. Moi, je pense que tout commence par la culture. Quand on est cultivé, quand on est discipliné, quand on est passionné aussi, parce qu'il y aura toujours des obstacles, après on va commencer à se cultiver soi-même. Même s'il n'y a pas d'infrastructure, je pense qu'on finit par trouver une solution. Mais moi, je pense que le premier problème, d'abord, que nous rencontrons au niveau du cinéma au Cameroun, c'est le manque de culture. Quand les hommes de culture, enfin, quand les cinéastes ne sont pas cultivés, alors les œuvres sont plates, les œuvres sont vides, et du coup, les jeunes qui viennent, ils manquent de consistance, véritablement. Alors, prenons le troisième reportage de cette émission, sort un peu de la fiction pour la réalité. Au tribunal criminel spécial, l'ancien recteur de l'université de Douala, avant accusé de détournement de deniers publics, a donc été acquitté par cette instance juridictionnelle exceptionnelle. C'était donc à l'issue d'une procédure qui a duré plusieurs années déjà. Reportage à Yaoundé, Olivier Bouzik. La prison centrale de Kondengui se sépare de l'un de ses anciens pensionnaires. Après 4 années derrière les barreaux, le professeur Dieudonné Oyono, ancien recteur de l'université de Douala, vient d'être acquitté par le tribunal criminel spécial. En français facile, il a gagné le procès, si on peut le dire en camerounais. Il a gagné le procès. Seulement, il faut noter que ce n'est pas une décision qui est pour le moment irrévocable, dans ce sens qu'il y a la possibilité qui est donnée au procureur général pour le TCS de pouvoir exercer la voie de recours qui, dans le cas d'espèce, est le pouvoir devant la Cour suprême, devant la cassation. Pour maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, cette décision est l'aboutissement de la séparation qui devrait exister entre la justice et la politique. Je veux espérer que cet acquittement constitue la continuité ou la continuation de l'espoir, l'espérance qui a pointé sous le magistère du précédent président de cette juridiction, le président Emmanuel Ndjéré, lequel, nous a-t-il semblé, avait essayé à sa manière, de faire prévaloir les considérations de justice sur les considérations politiques. En d'autres termes, lorsque les conditions de la condamnation n'étaient pas réunies, malgré la pression du politique qui évidemment a des gages à donner par le biais de la poursuite de la condamnation, quand les conditions de la poursuite de la condamnation n'étaient pas réunies, il se produisait une chose qui jusque-là était relativement inenvisageable, c'était l'acquittement de la personne poursuivie. Poursuivi pour coaction de détournement des deniers publics avec 2 anciens caissiers de l'université de Douala pour une supposée fraude réalisée lors des Jeux universitaires de 2014, l'ancien recteur est interpellé en 2018. 4 ans plus tard, qui paie la note? S'agissant de l'indemnisation, le Code de procédure pénale adopté en 2007 prévoit effectivement une procédure d'indemnisation en cas de détention illégale, notamment
notamment dans son article 237, 237. Et le professeur ne peut bien bénéficier de ces dispositions-là, à condition que la décision devienne irrévocable, et deuxièmement qu'il apporte la preuve du fait qu'il a subi un péché. Je ne puis m'empêcher de me poser la question de savoir, était-il vraiment nécessaire qu'il eût été privé de sa liberté? Si cet acquittement pouvait conduire nos juges, les juges d'instruction, ceux qui interviennent avant la formation de jugement, à réenvisager leur attitude, leur comportement individuel et collectif vis-à-vis de la privation de liberté. Notons que le tribunal criminel spécial a par ailleurs prononcé une main levée des scellés sur le compte bancaire de Dieudonné Oyono. Que le tribunal criminel spécial a par ailleurs prononcé une main levée. Un reportage de Léla Renganze ici à la rédaction centrale à Douala. Alors, Thierry, si on vous demandait, je vous le demande, de jeter un regard sur le cinéma camerounais, quel descriptif, quelle description, qu'en diriez-vous au regard évidemment de tout ce qu'on a plus ou moins pu relever déjà depuis le départ de l'émission, l'environnement politique, culturel, notamment sur cet art, le 4e art, dont comme on le surnomme. Vous dites au Cameroun, on regarde également toutes ces petites séries qui passent sur nos chaînes de télévision, forme de confusion de genre. Vous vous dites, qu'est-ce qui fait problème? Bon, je pense que le problème, c'est tout le monde, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que le problème, c'est de se dire, voilà, il y a la part des artistes eux-mêmes, il y a la part, effectivement, du gouvernement, il y a la part des hommes de médias, des sponsors, des mécènes, et je pense simplement qu'il faut toutefois d'abord encourager ce qui est fait. Moi, je pense que il y a pas mal d'œuvres qui se démarquent positivement. Positivement dans le sens où elles ont plus le mérite de voir qu'il y a un effort qui est fait au niveau de la lumière, du son, de l'histoire, surtout au niveau du rayonnement que ça apporte sur le plan international. Maintenant, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Et vous avez parlé là de la confusion des genres. Effectivement, confusion des genres, je pense là à cette grande confusion qui est entre le théâtre, l'humour, le cinéma, on appelle tout le monde acteur, tiktoker, je veux dire, ça va dans tous les sens. Évidemment, du coup, ça fait en sorte que le caractère prestigieux de l'acteur est dévalué. C'est-à-dire que tout le monde peut se lever, prendre son téléphone, aller, je ne sais pas moi, sur YouTube, je ne sais pas moi, sur quels réseaux sociaux, faire sa petite escapade et être déclaré acteur. Donc, ça fait en sorte que ces genres-là, nous-mêmes, on contribue à semer la confusion dans l'esprit du grand public, qui, à un moment, ne sait plus faire la différence entre le cinéma, l'humour, le théâtre, voilà. Du moment où vous interprétez un rôle, du moment où, voilà. Donc, j'aime souvent dire que la nature a horreur du vide. Et avec le numérique, ça donne une certaine facilité. D'un côté, il y a l'avantage que ça peut aider certains créateurs à faire un travail sérieux, sans toutefois dépenser de fortes sommes. Et de l'autre côté, ça permet effectivement que la formation n'est plus une urgence, ce n'est plus important. Il est question de meubler, il est question de créer du contenu. Peu importe la nature, peu importe. Donc du coup, il n'y a plus vraiment de scénario, il n'y a plus d'histoire, c'est chacun qui se met en scène. On cherche les vues. On cherche des vues, voilà. On cherche des vues, ça je dis, c'est ça, être plus influenceur qu'autre chose. Mais je n'ai aucun doute que ce genre de fonctionnement ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin parce que si vous voulez à un moment vous comparer avec les productions des autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout le reste, vous allez voir que c'est un peu plus sérieux.
Je ne parlerai pas alors des pays anglo-saxons où voilà, beaucoup reste à faire en tout cas au niveau du Cameroun, au niveau du jeu d'acteur, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, le jeu d'acteur, je n'en veux même pas beaucoup aux comédiens. C'est vrai qu'on a, dans le jargon, on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais comédiens, mais il y a plus de mauvais metteurs en scène. Ça c'est un problème qui est principal, les porteurs de projets. Souvent les porteurs de projets, les réalisateurs souvent n'ont jamais réalisé avant de faire un film. Souvent, il se déclare réalisateur, personne ne se demande comment il a fait pour arriver là. C'est-à-dire que souvent, il n'a pas été assistant. Avant, je me rappelais, mais avant d'être réalisateur, vous avez fait souvent des courts-métrages. C'est-à-dire qu'en réalité, la loi est simple. Pour maîtriser le long, il faut maîtriser le court. Et donc, ça fait en sorte que comme acteur, comme producteur, comme réalisateur, tu t'exerçais d'abord, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, dans toutes les écoles de cinéma, vous commencez d'abord par le court-métrage. C'est des exercices qui vous permettent de développer ce qu'on appelle surtout l'ellipse. Je veux dire par exemple que si je veux, si j'ai mal au ventre là maintenant, je dis vraiment monsieur Dipita, j'ai mal au ventre, je vais aller à la Quintini. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que, monsieur Dipita, j'ai mal au ventre, il faut que j'aille à la Quintini. Et là, vous me souhaitez, ok, taxi, la Quintini. Après, on voit que j'entre dans le taxi. Je n'ai pas la monnaie. Faites vite, j'ai mal au ventre. Et puis, tout un scénario. Tout un scénario. Et puis, on voit comment j'arrive devant la Quintini. Je sors, comment je suffoque. On part dire au médecin, docteur, il y a un malade qui est là. Dites-le d'attendre, il a quoi? Il a mal au ventre. Et puis, l'infirmière, docteur, est-ce qu'il peut entrer? Faites-le entrer. Et puis, j'entre. Et puis, maintenant, il dit, monsieur, vous avez quoi? Je dis, j'ai encore mal au ventre. Et puis, maintenant, on me couche sur la table. Il va prendre son stéthoscope maintenant. Et puis maintenant, donc, quand il a mis ça sur mon ventre, sur ma poitrine, et puis là, il me dit, voilà, monsieur Ntamak, en réalité, vous souffrez, je ne sais pas moi quoi, d'une indigestion. En réalité, l'ellipse au cinéma veut que, dès que je vous ai dit, monsieur Dipita, j'ai mal au ventre, il faut que j'aille à la Quintini. La scène d'après, on doit retrouver déjà le médecin qui est sur moi en train de me tâter et réaliser que monsieur, vous souffrez d'une indigestion. Alors, ça rend le film dynamique. Donc, du coup, tout part du scénario. Or, le problème, c'est qu'on a d'abord un problème de scénario. C'est-à-dire qu'on a très peu de bons scénaristes. Souvent, on n'en a pas. Souvent, on a des idées que nous écrivons, mais pas des scénarios. Parce que le scénario, on a des gens qui écrivent des romans, mais ce n'est pas fait pour le scénario, parce que le scénario, lui, a dit que généralement, à 30% d'un bon film, souvent, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'un bon scénario avec des acteurs qui jouent même mal, où il y a de bonnes chances que le film soit quand même réussi. Et c'est pour ça que vous avez le sentiment que dans nos films, souvent, on se répète. Exact. Souvent, on a le sentiment que tu peux aller au chiottes, tu reviens, tu n'as rien perdu de l'histoire parce que le gars il est là en train de draguer la même femme et parce que ça manque de dynamisme. Donc vous voyez que seulement au niveau du scénario, c'est un vrai problème. Or, le scénario, ça prend du temps. Or, être scénariste, c'est un métier et un métier, ça s'apprend. Parce que le scénario, ce n'est pas une idée. C'est-à-dire que c'est un document qui est créé avec possible les acteurs et les techniciens du cinéma. Exact. Or, si on veut faire le budget effectivement d'un film, c'est d'abord le scénario. Or, vous allez voir que beaucoup de ces porteurs de projets, souvent, n'ont pas un scénario. Souvent, c'est des idées qui sont écrites. Alors, et les acteurs, souvent, ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils veulent à tout prix jouer. Ils veulent à tout prix être vus. Et souvent... on accepte le tout venant. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir un comédien qui est un bon acteur à la base, mais souvent, il joue dans un scénario qui est mal ficelé. Souvent, qui n'est même pas scénarisé. La deuxième chose, c'est la direction d'acteur. Le cinéma africain francophone, à mon humble avis, souffre d'un problème de direction d'acteur. Ça veut dire en réalité que si vous avez une comédienne comme Yenga, le plus important, c'est de pouvoir diriger une comédienne comme celle-là. Donc, souvent, on a beaucoup de bons comédiens, mais on n'arrive pas à tirer le meilleur de ces comédiens-là. Et je peux vous en citer des tonnes comme ça, mais qui sont vraiment sur les aspects techniques. Mais je dis les deux éléments principaux, à savoir le scénario et la direction d'acteur, sont pour moi des éléments clés. Deux éléments clés par rapport à notre contexte qui font en sorte que, même si un comédien est bon, vous allez voir que parfois, dans ce film-ci, le comédien, il est bon. Et dans l'autre film, ce n'est plus trop ça. Ça veut dire que ce n'est pas trop un problème de comédien souvent.
souvent c'est un problème d'équipe. C'est pour ça que dans nos formations, on fait bien comprendre aux stagiaires qu'un bon comédien, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui joue bien. Un bon comédien, c'est d'abord des bons choix. Un bon comédien, c'est un bon scénario, une belle lumière, un bon son, de bons partenaires. Je veux dire que pour qu'on parle de Jean-Michel Cancan, il fallait qu'il y ait Maman Hélène. Exact. Donc vous ne pouvez pas être bon seul. Il faut avoir de bons collaborateurs. Et du coup, il n'y a pas de petits rôles. Tous les rôles sont importants et qui doivent être bien écrits. Et avec un langage qui correspond au profil psychologique du personnage. Donc, heureusement, on a quand même des cinéastes qui se démarquent positivement. Mais dans l'ensemble, beaucoup reste encore à paradoxalement, faire. le public semble aimer. Je veux dire que les gens s'y accommodent, les gens regardent quand vous parcourez les rues ou les quartiers résidentiels à 16 heures de diffusion. Mais les gens sont tranquilles devant la télé. Alors moi, je pense simplement que ce qui est beau est beau. Et je pense que ce que les gens aiment, c'est ce qui est beau. Maintenant, je pense que il y a ces œuvres que vous dites et qui sont vraiment à féliciter. C'est celles dont je parlais tout à l'heure. Que voilà, on a des cinéastes qui se démarquent, notamment dans le domaine de la série télévisée, parce que ça ne coûte pas autant que comme pour faire un film au cinéma. Et eux, ils se démarquent positivement. Et quand c'est beau, les gens, ils aiment. Je dis que vous voyez que c'est pas sorcier. Quand ça marche, ça marche. Exact. Mais maintenant, je dis dans l'ensemble, parce que d'un côté, il y a les œuvres qu'on apprécie et que le public aime, et d'un autre côté, il y a les œuvres qu'on encourage. Ça veut dire que ça meuble le quotidien. Mais souvent, c'est des œuvres qui ne sont pas compétitives. Ce n'est pas parce que, voilà, moi je parle en termes d'excellence, mais maintenant on peut se contenter aussi de dire tout le monde peut prendre un téléphone et commencer à grimacer. Moi je dis, c'est pas mal, surtout parce qu'il n'y a pas toujours d'infrastructure de formation. La difficulté, c'est quand on veut légitimer, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, on va se contenter de ça, mais en réalité, on ne pourra pas être compétitif sur la durée. Je pense qu'il faut avoir le courage d'avoir un langage franc sur cette question. Ce n'est pas un problème de personne, mais je dis encore que d'un côté, il y a des œuvres qui se démarquent positivement, mais dans la grande majorité, il y a une quantité d'œuvres, mais très peu sont des œuvres qui restent des œuvres qualitatives. D'accord. On va partir du côté de la Kamwata, où depuis le début de cette semaine, un nouveau directeur général a pris la conduite de cette entreprise qui, comme vous le savez, est importante dans la production, la distribution de l'eau. L'eau potable notamment, une problématique assez récurrente, sachant que dans les grandes agglomérations, mais aussi dans l'arrière-pays, l'eau potable n'est pas toujours la denrée la plus accessible. Suivez ce reportage, il s'agit d'installation de Moussa Blaise ici à Douala, en tant que directeur général de cette entreprise. Douala, like the rest of the cities in Cameroon, is not ready for a water crisis. In a press release jointly signed by the Minister of Water and Energy, Gas Elundu Esomba, 500 million CFA francs has to be released as partial settlement of the social debts of employees of the company in charge of production and distribution of drinking water in Cameroon, Kamwata, who threatened to go on a strike as of the 1st of October. A situation that had high probabilities on putting the entire nation on its toes. It is, however, not known when the Minister of Finance will make available the sum, which surmounts just 5% of the debts claimed by employees. The new leaders of the public company are obliged by the law to respect the legal and regulatory texts, in particularly the Labour Code. These social unrest occur in a context where Kamwata is experiencing difficulties which cost Gervais Bolenga his job and replaced by Bless Musa. The minister stressed the water distribution company Kamwata must not lose its integrity as the country is faced with several sanitary crises like cholera, which may put the lives of millions at risk, given the health of over 85% of the Cameroonian population is dependent on water. Plutôt le 30 septembre de la semaine dernière, et là c'était plutôt le mot d'ordre de grève qui a été levé suite à la participation du gouvernement camerounais qui a payé une avance
des réclamations faites par les différents syndicats qui, comme vous le savez, menaçaient de fermer définitivement, momentanément, un certain nombre de robinets à la suite, je l'ai dit, des revendications. Cela dit, nous entamons pratiquement la dernière ligne droite, encore une quinzaine de minutes dans cette émission tirée de vos films. On les a énumérés tout à l'heure. Quel est celui qui vous a le plus... ce sera peut-être difficile, c'est toujours pas évident pour un papa de faire le choix entre ses enfants. Effectivement. Mais quel est celui qui vous a le plus marqué en termes d'investissement, d'implication, de déploiement, d'énergie, de mobilisation, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des acteurs? Quel est celui qui a été le plus prégnant? Je pense que c'est le film La Patrie d'abord. D'accord. Oui, en termes de durée, en termes de mobilisation, sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Je me rappelle encore de la première scène du film qui est tournée en Simalène, au sanctuaire marial de Simalène, devant 5000 pèlerins environ. C'est des images inoubliables. C'était une scène voulue ou alors, non, je veux dire, au moment du tournage? Nous avons tourné une scène comme ça là-bas, oui. C'est-à-dire que c'était... j'avais préparé, j'avais prévenu et tout. 5000 pèlerins. 5000 pèlerins, oui. Qui, après une veillée qui est faite là-bas, effectivement, voilà, avec le curé du sanctuaire marial de l'époque, a accepté effectivement que nous tournions ces scènes là-bas. C'était une scène de mariage, évidemment. Et c'était fougueux avec les yo-yo et tout le reste. Tout comme je me rappelle toujours la première fois qu'on envoyait les hélicoptères à l'Olabé, toute l'équipe était en euphorie. On revenait de là, on s'est dit, mais ça, c'était un rêve qui nous a pris 2 ans. Et chaque fois qu'on partait tourner, on avait des escortes, on était escortés avec des forces de défense qui nous accompagnaient. Je me rappelle que j'avais la sciatique des fois aussi parce que c'était pas évident. Ça a été très difficile et en même temps c'était très beau. C'était très très émouvant. J'ai eu la chance d'avoir des comédiens, des techniciens qui m'ont accompagné, qui ont porté, même quand j'en pouvais plus, ils étaient là pour moi et je ne leur dirai jamais assez merci, mais tout le monde, c'est-à-dire que les populations en Bois-Manga, partout où on passait, je veux dire que j'ai senti vraiment que voilà, chacun, ce que les gens apportaient, c'était quelque chose d'unique. Votre surnom, c'est Mola de Bois-Manga. Voilà, Mola de Bois-Manga. Alors, et celui qui vous a peut-être le moins... exactement le contraire de la question précédente, celui qui a nécessité le moins d'investissement. Le moins d'investissement, je crois, c'est Ne crains rien, je t'aime. D'accord. Ne crains rien, je t'aime. Parce qu'on apprend tous les jours dans ce métier et il faut apprendre à tourner rapport qualité-prix. C'était tourné, je crois, en 2 semaines et demie. Je n'avais pas compris, mais effectivement, j'avais la chance d'avoir déjà une comédienne talentueuse comme Tatiana Mati de classe. J'avais la chance, effectivement, que voilà... les autres comédiens comme Guy-Michel Kingé, Tonino Bodi et tous ceux qui ont travaillé à l'intérieur, vraiment, ça les vide. Et même les techniciens, il y a des tournages comme ça. On a tourné aussi dans mon village, en Bing. Donc, c'était drôle. Donc, voilà, les plateaux ne se ressemblent pas. C'est en fonction de l'intrigue, c'est en fonction de l'histoire. Voilà, mais... Je dis, on ne fait pas le cinéma seul. C'est toujours des personnes qui sont là à côté de vous. Exact. Et qui vous supportent, qui vous portent. Et c'est toutes ces personnes-là qui sont souvent dans l'ombre, dont la liste est longue, je ne peux pas tous les citer exact. ici. Mais ce sont ces personnes-là qui, en réalité, je pense que revient le mérite. Parce que nous sommes des créateurs. Nous, on fixe l'étoile et on a besoin, au bout d'un moment, en tant que leader, d'être porté. Parce qu'il vient des moments où voilà, on a donné de son temps, de son énergie, des fois on pète un câble. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont là avec un décor, avec des costumes, avec les voitures, avec un bout de pain, qui sont là, avec leur chaleur humaine, avec leur amour, leur présence, sont toujours là pour vous aider. Et surtout, comme je vous ai dit, il y a les comédiens, il y a les techniciens qui ont toujours fait ma force. Ils ont toujours été là pour moi. Du haut de votre expérience, de votre vécu,
de tout ce chemin que vous avez parcouru. Alors, s'il faut mettre le cinéma camerounais, je ne vais pas dire sur les rails, mais je veux dire, s'il faut qu'on ait quand même un cinéma qui soit concurrentiel, vous avez cité ce qui se fait ailleurs en Afrique de l'Ouest, notamment pour parler plus proche de nous. Que faut-il au cinéma camerounais pour atteindre cette place-là? Moi, je pense que dans un premier temps, au niveau du cinéma camerounais, ce qu'on souhaite, c'est déjà que les pouvoirs publics organisent le secteur. Même s'ils ne mettent pas de l'argent, mais qu'ils organisent le secteur, notamment pour les sponsors, notamment au niveau de toutes les lois qui sont régies au niveau du secteur culturel et qui jouent un rôle de facilitateur, même au niveau des impôts, même au niveau effectivement de tous ceux qui peuvent aider la culture à avancer. Après, toujours au niveau des pouvoirs publics, l'idéal serait effectivement qu'il y ait des centres de formation. Parce que on ne peut pas parler d'industrie sans parler de formation. Exact. Et la formation, ce n'est pas qu'au niveau du jeu d'acteur. La formation, c'est au niveau de l'image, c'est au niveau du son, c'est au niveau de la qualité, pour qu'on soit le plus compétitif possible. J'aime bien le mot « encourager » le cinéma camerounais. Je dis, mais non, on ne doit pas encourager, on doit savourer, on doit investir pour que le cinéma soit une industrie. Je veux dire qu'il n'y a rien qui se fait au Nigeria qu'on ne puisse pas faire ici. Avant qu'on ne parle de Nollywood, il y avait déjà les Daniel Kamwa, les Atu Sibita, les Dikong Pipa qui ont fait des choses. Il y avait le Fodik à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut une vraie politique culturelle qui puisse aider à récompenser aussi les jeunes cinéastes qui se démarquent. Je vous rencontre des jeunes talentueux tous les jours, mais qui n'ont pas toujours la visibilité nécessaire, qui n'ont pas toujours l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire. C'est pour ça qu'au passage, je salue l'initiative, en tout cas de Matila, au Douala, avec le maire de la ville de Douala, qui est très important parce que ce sont des initiatives comme ça qui permettent effectivement de détecter des talents, de valoriser et puis de renforcer les capacités. Et je me dis, voilà, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest globalement, je veux dire, il y a eu des politiques très simples qui ont été mises. On peut prendre, je prends un exemple, on peut dire, bon voilà, l'État du Cameroun décide d'aider des cinéastes talentueux. Il peut prendre un budget, par exemple, je ne sais pas moi quoi, de 200 millions, ou je ne sais pas moi, ou de 500 millions, et de dire, ok, d'accord, on va financer, je ne sais pas moi, 50 films. Voilà, et 50 films qui auront déjà une aide de 10 millions. Je prends un exemple. Mais on va détecter du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun 50 talents avec un comité et voilà, et vraiment en toute indépendance, voilà, il y a un jury qui va siéger, vraiment sans corruption possible. Et vous allez voir qu'il y a des jeunes Camerounais qui sont talentueux, on va détecter ces talents et à la fin de l'année, on aura 50 films qui vont faire rayonner le Cameroun sur le plan international. Et parce que je veux vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes populaire à la télé que vous êtes plus talentueux. Ce n'est pas parce que vous êtes plus visible que vous êtes talentueux. Les personnes talentueuses, il y en a tous les jours. Mais il faut des politiques qui valorisent vraiment des personnes talentueuses. Et donc, ce que je dis là, par exemple, je n'invente pas. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays. Et vous allez voir que année après année, en mettant 500 millions simplement, et vous donnez 10 millions à un jeune réalisateur, et je peux vous dire qu'il va se battre après pour compléter son budget à gauche et à droite, mais sur la base, par exemple, d'un scénario, d'une équipe de production sérieuse, mais vous allez voir que ça fait 50 films camerounais qui font le rayonnement du Cameroun. Et là, maintenant, les institutions étrangères vont commencer aussi à mettre de l'argent au niveau, hein, parce qu'on va sentir qu'il y a des talents qui naissent et sur la base d'un vrai tri. Et ces talents ne seront pas seulement au niveau du jeu d'acteur, ce sera au niveau des comédiens, des techniciens. Donc je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites de façon très simple, très directe, très claire et qui peuvent aider. Maintenant, au niveau de nous, les artistes, je pense qu'on doit se remettre en question. Je pense qu'on peut faire mieux. Je salue déjà énormément le travail qui est fait par certains producteurs, réalisateurs et certains acteurs. Parce que ça donne espoir, ça laisse espérer que tout n'est pas mort, beaucoup reste à faire. Je salue l'émulation que ça crée, effectivement, parce qu'il faut bien qu'on en parle.
Effectivement, je salue effectivement les partenaires, les sponsors qui continuent d'accompagner cette initiative parce qu'on ne peut pas faire de cinéma sans les hommes d'affaires, sans les médias, parce que vous, on a besoin de vous aussi pour pouvoir accompagner cette initiative. Mais je dis encore qu'on peut faire mieux. Moi, je crois au Cameroun. Je l'ai toujours dit pour moi, je pense que les Camerounais sont même plus talentueux que ce qu'on voit au Nigeria ou ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des projets sérieux qui soient mis sur la table, qu'on prenne les personnes sérieuses, qu'on prenne les personnes talentueuses, qu'on arrête de prendre le frère du village, qu'on arrête de prendre sa petite copine, qu'on prenne vraiment les personnes talentueuses. Je vous assure, vous n'allez pas reconnaître. C'est-à-dire que vous n'allez pas reconnaître parce que ça, on l'a déjà fait. Et là, je peux encore vous dire, vous n'avez qu'à voir l'époque de Tazibi, l'étoile de Noudi, le retraité. Donc, moi, je crois au talent qu'il y a au Cameroun. Mais je crois surtout que nous avons besoin de nous former, d'être cultivés, nous avons besoin d'être plus disciplinés, nous avons besoin d'évoluer ensemble, en solidarité. Mais nous avons besoin de nous remettre nous-mêmes en question, véritablement, sur ce que c'est que notre métier. Et mon plaidoyer, M. Dipita, une fois de plus, c'est de dire, avant de savoir là où on veut aller, il faut qu'on sache d'où on vient. Donc, revaloriser, ou alors valoriser le travail que nos ancêtres, nos aînés ont fait dans le milieu du cinéma. Si on ne valorise pas ce travail, si on ne parle pas du gros travail qui est fait au niveau du cinéma par ces aînés-là, chaque cinéaste viendra en ayant le sentiment qu'on n'a jamais rien fait et que c'est lui qui va changer les choses et on va aller toujours en rang dispersé. Donc voilà, moi c'est juste un plaidoyer, mais je dis que heureusement, tout n'est pas mauvais, il y a de belles choses, mais je dis encore dans l'ensemble, beaucoup reste à faire et pour moi, la formation demeure une urgence. Dans notre environnement, que coûte au minimum un film de qualité? Alors, c'est une question à laquelle j'ai toujours la peine à répondre pour la simple raison que globalement, je vous ai dit une intrigue, les films ne se ressemblent pas. Vous avez peut-être, bon, pour parler peut-être de mes films le plus simplement possible, la partie d'abord, ça a pris 2 ans, mais ça a été tourné à plusieurs endroits. Le serpent de bronze que j'ai fait sur le docteur Faisal a été tourné d'un côté. L'idée, c'était d'abord de valoriser touristiquement le Grand Nord. On a tourné à Tokumbere, aux Gorges de Kola, à Matfaï, à Maroua même. Et que de l'autre côté, le film a été tourné aussi aux États-Unis, hein, notamment une bonne partie chez le docteur Benaye, que je salue au passage, qui nous a bénévolement assisté, accompagné. Donc un film comme ça coûte. Les billets d'avion, les voyages et tout le reste, ça coûte. Juste pour la crédibilité des séquences. Tout comme un film comme La Partie d'abord, ça coûte. Vous avez une scène des assaillants qui arrivent, il faut libérer l'otage. Je veux dire qu'en termes de transport, en termes de munitions, en termes d'accompagnement sur le terrain, en termes de logistique, ça coûte. Et il faut recommencer les scènes plusieurs fois. Donc vous voyez que ça pèse énormément. Alors que je vous parlais de Ne crains rien, je t'aime tout à l'heure, qui a été tourné en 2 semaines et demie. Vous voyez que je fais 2 ans pour faire La Partie d'abord et je fais 2 semaines et demie pour faire, en termes de tournage, hein, Ne crains rien, je t'aime. Donc effectivement, low cost, ça pesait moins et pourtant j'ai été très surpris des résultats aussi de Ne crains rien, je t'aime, qui est... Malheureusement, on était en Covid, mais qui a fait pas mal, qui était au Festival panafricain de Cannes, qui était en Californie, je veux dire qui a gagné pas mal de prix. Et pourtant, donc voilà, nous on n'a pas la science infuse pour savoir, pour dire, voilà le film qui va faire, voilà. Mais, comme je vous disais, tout part du scénario. C'est pour ça que dans les écoles de cinéma, on aime bien dire qu'un bon film, c'est d'abord le scénario, c'est ensuite le scénario, et c'est enfin le scénario. Parce que pour connaître le budget d'un film, c'est le scénario. Exact. Pour connaître le chef décorateur, mais il fait la liste de ses accessoires, c'est le scénario. Scène 1, extérieur, jour, pluie. Je veux dire que même un calendrier de tournage, c'est le scénario. Et vous savez, au cinéma, il y a la discontinuité au moment de tourner. Donc on peut commencer par la scène 41, on continue par la scène 3, on va à la scène 26. C'est-à-dire que toutes les scènes qu'on tourne ici à STV, on les achève d'abord. Exact. Alors qu'au théâtre, c'est différent. On va du début à la fin. Donc, il y a les intempéries, il y a la météo, il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu. Donc,
Mais globalement, si je peux donner un chiffre, c'est difficile de tourner un film sérieux au Cameroun à moins de 15 ou 20 millions. C'est très très difficile, même quand bien même les acteurs sont bénévoles, engagés. Je veux dire que vous avez une trentaine de personnes à loger, à nourrir, il y a la bouffe, il y a les accessoires. Donc même si vous jonglez comment? Je veux dire que finalement, en espèces, il y a un minimum de 15 millions que vous allez devoir dépenser. Et malheureusement, vous vous retrouvez des fois endetté et avoir des inimitiés. Et voilà, mais je dis que, voilà, vous imaginez donc que si je le dis, la partie d'abord a coûté plus de... Souvent, on arrête même des tournages parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé, l'argent est fini, tu fais comment? Et parfois, tu t'endettes au moins pour finir le tournage parce que sinon, même les autres dettes, tu ne pourras même plus... Voilà, donc c'est souvent c'est ça un peu l'enfer du décor. Exact. Et c'est pour ça que ce côté-là, c'est les personnes qui sont chères, qui sont proches de nous, qui prennent des coups, qui subissent, qui sont là, qui portent. L'heure où on prend des prix, le grand public, lui, ne sait pas ça, lui ne voit même pas ça. Lui, tout simplement, ce qui l'intéresse, c'est « Ah, j'ai aimé telle partie du film, ah, j'ai aimé quand... » Voilà, mais voilà, c'est pour ça qu'effectivement, c'est important qu'il y ait une politique d'accompagnement au niveau des projets sélectionnés. Et ça n'allait pas qu'effectivement, au niveau du gouvernement, il y a quand même des films qui ont été accompagnés. Mais je dis encore, beaucoup reste à faire, et ce n'est pas que l'affaire des pouvoirs publics, ce n'est pas que l'affaire des artistes, c'est aussi l'affaire de tout le monde. C'est les sponsors. Moi, mon rêve, mon souhait, c'est qu'on investisse dans le cinéma véritablement, qu'il y ait des placements produits qui soient faits au niveau des costumes, des accessoires, des boissons, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, je salue au passage mon ami Ebenezer Kepombia, qui fait un travail remarquable de ce côté-là, d'abord en tant que producteur et tout. Mais, comme je le dis encore, beaucoup reste à faire, parce que si on regarde dans l'ensemble, peut-être parce que je suis perfectionniste, mais je dis beaucoup reste à faire. Et ce n'est pas de dire, ce n'est que de la part d'eux. Donc chacun doit mettre la main dans la pâte, parce que quand le cinéma d'un pays est relevé, c'est tout le monde qui en bénéficie, c'est le tourisme, c'est notre culture. J'ai fait venir Michel Gou pour le film Le Serpent de bronze avec Souké Siriki dans l'extrême nord du pays, mais je peux vous dire qu'ils étaient heureux de découvrir le Tchoukuri, par exemple, qui est un plat des montagnes du Cameroun, de découvrir le pic de Mindif. Donc je veux dire que même touristiquement, on peut vendre notre pays. À travers le cinéma. À travers le cinéma. Ben, Thierry Roland Tamarque, je ne sais pas si avant cette émission, le scénario était déjà écrit, mais je peux vous avouer qu'on peut vous écouter à n'en plus finir. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Pardon, je suis passionné, hein, donc... ah ben, voilà, c'est tout à votre honneur. Je ne suis pas aussi éloquent quand il faut parler d'autre chose. Votre passion, elle est légitime. Et d'ailleurs, vous savez la faire partager, parce que comme je le dis, je vous ai écouté avec beaucoup de délicatesse, beaucoup. J'étais vraiment, et je peux vous faire une confidence, j'ai regardé au moins 2 de vos films, La Patrie d'abord, je vous ai dit c'est la première ici, mais également le docteur Ben Faisal, sur l'une des chaînes européennes, de bronze, exact, que j'ai regardé avec beaucoup de passion. Ben, je vous encourage modestement et évidemment nos portes vous sont ouvertes à l'occasion. Bon dimanche à vous. L'émission s'achève. Face à l'actu, recevait et parlait du cinéma ce dimanche. Donc, on recevait Thierry Tamarque, acteur, cinéaste, bref, tout ce qui tourne autour du cinéma, réalisateur. Et c'était donc l'émission de ce dimanche. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous dis un bon début de semaine. Bonsoir.